go deep and picked off. Intercepted by Embry Thomas. We'll see a pickup come down the right side possibly. Montana looking, throwing in the end zone. Bonjour à tous, bonsoir à tous, bienvenue dans ce 41e épisode du Fessoul Podcast. Un petit temps sans podcast, les gars, hein, une petite période de vacances pour nous aussi. On a laissé un peu les camps d'entraînement se dérouler tranquillement. Il y a quelques petites news évidemment, et puis surtout ce dimanche à 22h, le retour des 49ers. C'est qu'un match de pré-saison, c'est que contre les Raiders, mais ça reste quand même un match de football avec des mecs en red and gold, donc ça fait quand même plaisir. Et puis dans un mois, le retour de la saison officielle, donc on se disait que c'était un bon moment pour faire un petit point avant la pré-saison et puis un petit point sur l'effectif. Pour m'accompagner sur cet épisode, Olivier et Kevin. Salut les gars. Salut les gars. Salut. Alors, il y a eu le camp d'entraînement, une bonne partie du camp d'entraînement en tout cas. Ce dimanche, premier match contre les Raiders. Je vais juste faire un petit point. On joue ce dimanche à 22h, donc je l'ai dit, contre les Raiders à Las Vegas. La semaine suivante face à Denver et puis la semaine d'après contre les Chargers. Les deux matchs contre Denver et contre les Chargers, ce sera à San Francisco. Bon, ça reste de la pré-saison, donc ça va être surtout des remplaçants, mais ça va être aussi l'occasion de voir des joueurs qu'on voit un petit peu moins durant la saison régulière. Kevin, est-ce que tu as un joueur en particulier que tu attends, que ça soit entre le camp d'entraînement et puis ses premiers matchs de pré-saison, un joueur que tu as vachement envie de voir? Honnêtement, moi ça va tourner beaucoup autour des quarterbacks pour cette pré-saison. On en a deux qu'on attend forcément de voir, notamment pour moi Trey Lance. Bon, il y a Sam Darnold évidemment qu'on a hâte de voir, mais qu'on ne verra pas forcément avec un corps de receveur bien supérieur à ce qu'il avait chez les Jets ou chez les Panthers. Mais Trey Lance, je suis très intéressé de voir s'il a vraiment progressé. On entend des bons échos de lui. Il a beaucoup travaillé, il a travaillé cet été avec Patrick Mahomes notamment. Il a fait beaucoup de camps avant même le camp d'entraînement des 49ers. Et les receveurs sur qui il a lancé ont dit des bonnes choses. Bon, on sait que c'est aussi de coutume des receveurs de dire des bonnes choses sur les quarterbacks qui leur lancent des ballons à ce moment-là de l'année. Mais j'ai quand même hâte de voir qu'est-ce qu'il peut apporter. Et puis s'il peut se rapprocher de Brock Purdy qui semble largement être considéré comme le titulaire d'ici le début de la saison. Olivier? Sur Trey Lance ou le joueur que je veux voir? Le joueur que tu veux voir, on va reparler un peu plus en détail après des quarterbacks. Jordan Mason. Moi, je veux voir le Jordan Mason. Moi, je veux voir où il en est parce que vu que Elijah Mitchell il est en train de prendre de suivre la destinée que lui avait réservé Loïc, donc il va y avoir un poste de running back 2 à prendre à San Francisco. D'après les échos qu'on a eu, Davis Price fait un super camp d'entraînement. Jordan Mason, il avait fait ses preuves l'année dernière, et moi j'attends de voir ce duel-là pour savoir qui est-ce qui va devenir le deuxième running back de San Francisco. Et vu ce qu'il m'a montré l'année dernière, le petit Mason, j'attends de voir, comme l'année dernière, cette boule de bowling dans les matchs de pré-saison. C'était tellement kiffant à voir que je veux revoir ça. Donc on enterre officiellement Elijah Mitchell, ça y est, c'est terminé. Il est tout le temps blessé, on n'y croit plus trop. C'est pas l'intérêt, c'est pas vraiment l'intérêt, mais le problème, c'est qu'il est, comme tu dis, malheureusement, comme l'avait dit Loïc, il est tout le temps blessé. Là, je crois qu'au bout du deuxième jour, il s'est blessé. Je veux dire, c'est triste pour lui. Je vais faire un parallèle avec le soccer. Il fait penser à Wesley Fofana. C'est un joueur qui est pétri de talent, mais qui est tout le temps blessé. Et au bout d'un moment, les carrières, en plus de running back, elles sont courtes. Et lui, son prime, j'ai l'impression que c'est la première saison, quoi. Maintenant, il court après le temps, et derrière lui, ça va vite. Malheureusement, ça risque de le rattraper. Et Dieu sait que c'était un joueur. Enfin, je dirais, j'en parle au passé. Dieu sait que c'était un joueur qui a des qualités exceptionnelles. Mais malheureusement, running back, la priorité, c'est d'être sur le terrain. Tant que tu prends pas de snap, tu ne sers à rien. Ouais, je suis d'accord avec toi. Moi, mon joueur que j'attends de voir, c'est aussi un duel comme Kevin. Moi, il sera du côté défensif. C'est le duel entre Drake Jackson et Clelin Ferrell pour savoir qui sera le pendant de Nick Bosa toute la saison, parce que je pense que c'est vraiment ça la discussion sur ce poste-là. Nick Bosa est évidemment numéro 1, il n'y a aucun doute là-dessus. On pourra peut-être reparler de son absence du camp d'entraînement tout à l'heure. Mais en gros, la vraie question, c'est est-ce que ce sera Clelin Ferrell qui est arrivé des Raiders, ou est-ce que ce sera notre joueur de deuxième année, Drake Jackson, le titulaire? Je pense qu'il y a une place à se faire dans les matchs de pré-saison. Ils n'auront pas énormément de snaps, je pense que c'est des mecs sur qui on compte pour la saison régulière. Mais j'attends de voir quand même lequel s'en sort le mieux face à des remplaçants, parce que ce sera des remplaçants aussi chez nos adversaires.
On peut commencer par le poste de quarterback. Tu en as parlé un petit peu, Kevin. Tu as parlé du duel Trey Lance-Sam Darnold. J'ai envie de te poser une question, Kevin. Est-ce que c'est vraiment, là c'est définitif avec le début du grand entraînement, est-ce que c'est vraiment un duel pour la deuxième place? Est-ce que c'est bon, c'est entériné? Brock Purdy numéro 1. Bah, je pense que oui, honnêtement. Honnêtement, il y aurait eu un doute si Brock Purdy avait mis plus de temps à s'en remettre comme c'était prévu au départ, mais Kyle Shanahan a été clair en conférence de presse. Brock Purdy serait déjà prêt à commencer la saison aujourd'hui, physiquement, au niveau de son bras et de sa blessure. Donc, je vois pas dans quel monde Trey Lance ou Sam Darnold lui prendraient la place avec tout ce qu'il a montré la saison dernière et ce que n'a jamais montré Trey Lance. Donc, pour moi, ça fait aucun doute. La place de numéro 2 sera en jeu entre les deux autres larrons, mais Brock Purdy va commencer la saison en tant que titulaire. Je vois pas où ce fait va pouvoir changer. Surtout que les échos du camp d'entraînement, ça a été que Purdy, à part une première séance compliquée, derrière a retrouvé ses mêmes qualités et son bras s'est totalement résorbé. Donc c'est vrai que c'est plutôt rassurant. Olivier, ton avis là-dessus? De toute façon, si vous avez un peu traîné sur les réseaux, il y a des gens qui ont fait un petit peu donné des explications sur la peur de Purdy était là. Alors moi qui n'étais pas du tout l'année dernière à hyper comme un cochon, quand on voit les stats, c'est le meilleur sur le play action, c'est le meilleur en zone rouge, c'est le meilleur en pourcentage, c'est le meilleur. Et je veux dire, il est pas meilleur devant Pim Pam et Poum, il est meilleur devant Patrick Mahomes. Bon, ça va. Je veux dire, cette année, il faut qu'il confirme. Et du moment qu'il est en pleine santé, il est titulaire et c'est une évidence. Voilà. Le gamin, il a l'équipe derrière lui. Tout le monde sait qu'il a des qualités. Ok, il va être attendu cette année parce que comme il n'est plus tout nouveau, les défenses vont s'ajuster, surtout quand il va faire son espèce de rôle qui sert à rien et qui lui fait reculer de 15 yards. Plutôt sur ça qu'il va être attendu. Pour le reste, c'est sûr qu'il est titulaire. Et il n'y a pas de raison de lui enlever le poste. Et, pour moi, il n'y a même pas de discussion. C'est pour ça que j'attends rien entre guillemets du poste de quarterback à l'heure actuelle, parce qu'on sait déjà ce qu'on a. Il y a un autre poste en attaque qui m'intéresse beaucoup. On n'en a pas encore parlé. Je sais que c'est un poste qui tient beaucoup à Kevin. C'est le poste de tight end. Parce que, bon, il n'y a pas de discussion. Hein. George Kittle numéro 1, ça c'est clair et net. Par contre, la vraie question de cette pré-saison et de ces camps d'entraînement, c'est qui va être numéro 2? Est-ce que ça va être Charlie Warner? Est-ce que ça va être Brayden Willis? Est-ce que ça va être Cameron Latou? Ou est-ce que ça va être Ross Dwelly? Alors, Kevin, je vais pas te demander quelle est ta préférence, on la connaît tous. Je vais juste te demander, est-ce que tu attends des choses particulières des matchs de pré-saison? Est-ce que tu attends de voir des qualités ou des flashs peut-être chez nos rookies, des choses qui te rassureraient peut-être sur le futur de notre poste de tight end numéro 2? Non, moi, c'est pas une nouvelle que je suis scandalisé par la gestion du cœur Ross Dwelly par Kyle Shanahan. Il est encore 4e sur le depth chart de ce que je vois aujourd'hui. Mais après, j'ai fait mon deuil pendant cet été. On a pris Cameron Latou en plus. On a gardé Charlie Warner qui a les faveurs du coach visiblement. Donc maintenant, j'attends de voir justement qu'est-ce qu'apporte Cameron Latou. Est-ce que c'est le même genre de joueur? Quelles sont ses qualités? Donc ça fait partie des joueurs que j'attends aussi de voir en pré-saison. Mais Charlie Warner, non, éloignez-moi cet homme du terrain, s'il vous plaît. On a vu les dégâts que ça a pu faire la saison dernière dans des matchs très importants. Non, ça suffit. Si Ross Dwelly ne fait pas les 53 comme ce que je m'y attends, et j'espère que c'est parce que Cameron Latou sera capable de jouer. T'as pas envie peut-être Olivier, t'aurais pas envie qu'on re-signe peut-être Tyler Croft pour être sûr? Non. Et on ne re-signe pas Ambry Thomas non plus. Ah oui, mais Ambry Thomas, il est toujours là. Quoi? Bah oui. Ouais, il est toujours là. Je t'annonce que tu vas voir sa belle petite face pendant la saison. La pré-saison, au moins, c'est sûr que tu vas le voir. La saison, je sais peut-être pas, mais la pré-saison, au moins, tu vas le voir. Bon. On a de la chance, on joue contre les Raiders, mais Davante Adams ne devrait pas jouer, donc on devrait être quand même plus tranquille. En attaque, évidemment, une des grosses questions qui va se poser sur toute la saison, ça va être le poste sur la ligne offensive, le poste de tackle droit. Est-ce que vous attendez d'ailleurs à ce que Colton McKivitz joue en pré-saison ou pas? Ouais, je pense qu'il va jouer. Je pense qu'il va jouer un petit peu quand même. Il va pas. Ça met de fin. Ou alors ils sont sûrs, mais à 2000%. Dans ces cas-là, je serais surpris, mais je pense qu'il va au moins jouer un petit peu parce qu'il faut qu'il prenne un peu des répétitions. C'est différent. On va différencier les Williams, Brendel, Burford et Banks qui ont joué toute la saison dernière avec McKivitz qui a besoin à mon avis, il a besoin de répétitions. Donc je pense qu'il va être sur le terrain au moins pour quelques snaps. Et surtout, si on commence comme c'est le cas pour le premier et le second drive avec le premier quarterback, et je pense qu'on va quand même donner à Trey Lance
une protection côté droit un peu de qualité, à mon avis. Voilà. Après, je pense pas qu'il y aura grand chose à tirer des matchs de pré-saison. On sait très bien que je vais pas recommencer. Il y a la maternelle, c'est la pré-saison. Il y a l'école primaire, c'est la saison régulière. Et après, les matchs qui comptent, les matchs pour adultes, c'est quand on va en play-off. Donc, on en est très, très loin des play-offs pour l'instant. Là, on commence juste on commence l'entrée en petite section de maternelle. Oui, surtout que la pré-saison, en fait, grossièrement, c'est aussi pour les remplaçants, pour essayer de se faire une place dans les 53 aussi. Kevin, si Colton McKivitz joue comme Olivier l'imagine, et je suis d'accord avec lui, et qui se fait laver, disons, par les remplaçants du pass rush des Raiders, est-ce qu'on panique? Bah, on est dans la merde, clairement, parce qu'il n'y a absolument aucun plan B. On a pris McKivitz et on a recruté absolument personne qui serait capable aujourd'hui de tituler en NFL. Donc c'est lui ou c'est pas grand-chose. C'est lui ou c'est un trou à droite. On va espérer qu'il se fasse pas laver, justement, mais on verra. Moi j'ai confiance. En général, quand Shanahan fait un pari aussi forcé sur un seul joueur et qu'il n'y a pas de backup derrière, c'est qu'il est quand même assez sûr de son fait. Oui, surtout qu'en plus, on était les premiers à être réticents, et on en a déjà parlé maintes et maintes fois, mais Jack Brendel, Aaron Banks, Spencer Burford, ça a bien marché l'année dernière. Donc on espère que ça va continuer sur cette lancée. Désolé, juste par rapport à ça. On va nous dire, des fois, on tente des coups, on tente pas des coups. San Francisco, c'est bien géré, c'est calculé, tout va dans le bon sens. Si on enlève la saison où il y a eu 494 blessures des croisés sur le même match, je veux dire, hormis ça, depuis 4-5 ans, c'est quand même assez régulier. Je veux dire, ça fait Super Bowl, oui. Ça fait 2 finales de conférence, l'effectif il tourne, les joueurs progressent. Si Shanahan et son staff ont dit que McKivitz est titulaire, on ne va pas s'affoler. Hein, voilà. Mais je suis d'accord avec toi, c'est bien géré, ça nous réussit jusqu'à présent les paris qui sont faits, mais ça reste des humains. C'est surtout qu'Al Shanahan, ça reste un être humain. Il peut se planter sur un joueur. On n'est pas à l'abri que ça foire complètement avec McKivitz au final. Mais en fait, on serait Houston ou on serait une franchise un peu dans ce style-là. Je me dirais, oulala, c'est encore un pari, c'est la pièce en l'air. À San Francisco, on a quand même un petit peu plus d'assurance sur comment ça fonctionne. Après, on n'est pas à l'abri d'une blessure, d'une suspension ou d'un mec qui. Ouais, mais ça, à la limite, pour le coup, c'est le lot de toutes les équipes. Hein. Demain, Mahomes, il se pète. C'est fini pour les Chiefs. Voilà. Il joue plus le même rôle, mais bon, vraiment, c'est pas la discussion. Mais je veux dire, d'un point de vue juste de joueur, l'année dernière, à la même époque, quand on a fait notre podcast de reprise, oh là là, la ligne offensive, c'est une catastrophe. En fin d'année, on s'est rendu compte que c'était pas le cas. Donc là, sur la ligne offensive, il y en a 4 sur 5 qui reviennent. Pas très inquiet. Honnêtement, je suis pas très inquiet. En attaque, sur les autres postes, receveur, running back, vous vous attendez à voir quoi que ce soit, hormis évidemment Jordan Mason, qui moi aussi, on a cette passion commune avec Olivier pour la boule de bowling. Moi aussi, j'attends à ce qu'il éclate des rideaux défensifs. Hormis ça, peut-être d'autres joueurs en attaque, en attaque et en receveur. Moi, ça va être aussi le cas pour Loïc. Je pense qu'il y a plein aujourd'hui, mais clairement, Danny Gray, j'attends de voir s'il y a eu une progression qui a été faite. C'est un joueur très rapide, qui peut être très excitant à voir jouer, qui peut faire lever les foules. J'ai hâte de voir s'il a progressé pendant l'été. Sinon, à part ça, pas vraiment, mais oui, clairement, Danny Gray. Oui, ouais, le problème de Danny Gray, c'est qu'en fait, oui, il va très vite, mais il avait un peu les mains savonneuses, on va dire, l'année dernière, pour être gentil. Ouais. Et puis tu en as parlé un peu, Olivier, voir aussi la progression de Tyrion Davis-Price. Bien sûr. Parce que sur le terrain l'année dernière, c'était pas Jojo. Si on peut avoir et Mason et Davis-Price, 2 joueurs de bon niveau pour compléter derrière McCaffrey, franchement, on prend. Hein. Ah, totalement. En fait, moi, cette année, j'ai fait des efforts surhumains. J'ai suivi un petit peu sur les réseaux ce qui se passait. Et d'après ce qu'ils disent, Tyrion, il fait des bonnes choses. Tant mieux pour nous, ça peut être que positif, et ça prouve aussi encore une fois que le travail est fait, que les joueurs qui sont draftés, c'est pas, on essaie de prendre des joueurs qui ont un certain potentiel et qui ont envie de progresser. Voilà, là cette année, ça va être sur lui, moi je pensais aussi comme vous à Danny Gray, voir ce qu'il vaut, parce que pour lui, c'est cette année, il a intérêt à faire quelque chose, parce que sinon, je sens que ça va devenir très très compliqué pour lui de rester dans le roster de San Francisco sur les années à venir. C'est clair. On va passer côté défensif. Avant de vous poser les questions pour joueur par joueur, on va quand même parler du gros changement évidemment qu'on a eu cet été au niveau défensif. On en a déjà assez parlé. Demeco Ryans, c'est à Houston maintenant et c'est Steve Wilkes qui a pris la suite. Est-ce que vous vous attendez, au moins sur les matchs de pré-saison,
avoir une révolution défensive ou est-ce que vous attendez à ce que ça soit de la continuité par rapport à ce qu'on avait avec DeMeco Ryans? Non, je pense que c'est un coach intelligent et il a tout intérêt à continuer ce qui a déjà été fait. C'est déjà le cas avec DeMeco Ryans qui a continué l'œuvre de son prédécesseur, que je pense qu'il va s'inscrire dans cette continuité-là. C'est une défense qui fonctionne, qui était déjà la meilleure de la NFL. Je vois pas qu'est-ce qu'il irait révolutionner. Les hommes sont en place, les tactiques sont en place, les schémas sont en place. Il a juste à rentrer dans le moule et à continuer ce qui était fait. Donc, non, je pense pas qu'on va voir une défense différente, réellement. En même temps, quand tu vois les noms, Drake Jackson, Javon Hargrave, Arik Armstead, Nick Bosa, Dre Greenlaw, Fred Warner, moi je suis content. Tu veux que le mec il va dire ouais, on va tout changer parce que j'ai une idée. Non mais les gars, c'est bon. Si 4, 3, on va leur faire du mal et puis c'est tout. Moi j'attends qu'une chose, c'est le premier match de saison parce que je vais les voir défoncer tout le monde. Mais donc je vois pas pourquoi il va inventer des trucs. Non, D'après ce que j'ai compris, il était en bonne sur les defensive backs. Donc s'il peut faire progresser un peu, aussi bien Deodemore Lenoir que Womack, que même au fond, Hufanga qui est rentré dans le top 100 des meilleurs joueurs NFL. Je suis très content de mon choix. Je suis très content de mon choix d'il y a 1 an et demi. Donc voilà, mais s'il peut les faire progresser à ce niveau-là, pourquoi pas. Mais pour le reste, on a un effectif qui était monstrueux. On l'a encore renforcé. Je vois pas pourquoi on changerait tout. Au contraire, allez, all-in, on continue de jouer avec ce qu'on a. C'est ça, on était déjà la meilleure défense l'année dernière et on a rajouté le meilleur défenseur de la deuxième meilleure défense. Je veux dire, c'est fou. Je suis content. Le meilleur défenseur, je sais pas, mais un des meilleurs défenseurs des Eagles. Je sais pas si c'était le meilleur quand même. Hassan Reddick, Darius Slay, il y a quand même du beau nom, quoi. Mais dans l'ensemble, oui, tu aurais toujours quand même un top défenseur sur un poste où on était en plus un peu à défaut la saison dernière, ce qui est celui de defensive tackle. On est pas mal quand même. Vous voyez, moi c'est quand je vois ça, là je suis chaud là, ça y est, je veux voir le match de saison régulière. Je veux voir le petit. Encore un mois, Olivier. Je veux voir Kenny Pickett se faire concasser. Voilà, moi c'est ça. Et ça y est, je veux qu'on soit dans un mois. Encore un mois. L'avantage, c'est qu'en plus, on commence face à une ligne offensive qui est absolument catastrophique. En plus, la ligne des Steelers. On en reparlera au moment venu. Ouais. Joueur par joueur, est-ce qu'il y a des joueurs que vous attendez dans cette défense sur la pré-saison? C'est-à-dire, on va oublier les Charvarius Ward, on va oublier les Arik Armstead, on va oublier les Warner, les Greenlaw. On les verra pas pendant la pré-saison. Est-ce qu'il y a des joueurs de second rideau, de troisième rideau, que vous voulez voir? Ouais, moi, il y a un joueur que je veux voir. Vraiment, parce que ça fait. Je veux voir où il en est cette année. C'est Kinlaw. Je veux absolument voir Kinlaw. Je voudrais que Kinlaw nous fasse 3 matchs de pré-saison dantesques, qui prouvent à tout le monde qu'il a explosé et qu'il est à 200% prêt pour faire une grosse saison NFL. Et là, ça voudrait dire qu'on a une équipe, c'est même pas la peine. Là, si réellement Kinlaw il atteint ce niveau, le niveau que j'aimerais qu'il ait, on pourra parler de très grosses défenses. On pourra avoir vraiment un titre énorme. C'est pour ça que Kinlaw, c'est le joueur et le deuxième année, Drake Jackson, pareil, parce que d'après ce que j'ai suivi, il a pris pas mal de masse. Il a pris il a pris de la viande. Et s'il garde son côté speedster en étant plus viandard, ça peut le faire aussi. Donc, on revient toujours pareil. La priorité, pour moi, elle est sur le front seven, comme d'habitude. Surtout que, ouais, c'est ça, tu le dis, c'est ce qui lui manquait peut-être un petit peu à la saison dernière, c'est qu'il avait cette qualité de vitesse, mais il manquait un petit peu de poids pour peser vraiment sur les défenses. Si, comme tu l'as dit, il a réussi à ajouter ce poids en gardant sa rapidité, son premier pas, ça peut être bien. Ça peut être bien dans un profil très différent de Nick Bosa en plus. Ouais, ça fait un speedster, un véritable speedster. Donc, le mec, il peut aller courser les quarterbacks mobiles. Et si réellement c'est le cas, on risque de devenir totalement jouable. Kevin? Ouais, j'avais Javon Kinlaw aussi. J'ai entendu aussi des bons échos sur cet été et sur ce qu'il a apporté, le développement qu'il a eu. J'ai hâte de voir ça. Je sais pas si on va le voir tant que ça en pré-saison, parce que c'est quand même un joueur qui va être assez proche des titulaires, donc je sais pas s'il va jouer tant que ça. Mais j'ai hâte de le voir. Sinon, les rookies, il y a du Robert Bill, il y a du J.A.R. Brown, il y a Samuel Womack, évidemment, qu'on a hâte de revoir, qui a été très intéressant l'année dernière, dans la même période de l'année. On a du D. Winters. J'ai entendu des très bonnes choses sur ton ami Elliot Marcelo McCrary-Ball.
Oui, mais je pense que c'est l'ami d'Olivier aussi parce qu'il a quand même un pur nom. Je cherche. Alors, en vrai, les gars, pour être très honnête avec tous nos auditeurs, j'étais en train de chercher sur le depth chart le nom du gars parce que le nom, il me fait tellement kiffer ma race que lui, Marcelino Macraribol, honnêtement, il a le même. Il a le j'ai entendu les mêmes. Il a le prénom du coach de l'OM. Partant de là, de base, il part avec un bon a priori pour moi. Mais j'ai entendu les mêmes échos que toi avec Kevin. Apparemment, il est pas mal du tout dans ça. Ouais, apparemment, il est pas mal. Et puis, vas-y. Non, et puis en plus, ouais, il y a une place de 3e linebacker à prendre. Aujourd'hui, c'est Oren Burks qui est annoncé comme linebacker numéro 3. Je pense, moi, mon avis, c'est que il est là en attendant qu'un des rookies, notamment des Winters, prenne un petit peu d'expérience. Mais si c'est Marcelino Macraribol qui prend la place, moi, je dis pas, Oren Burks, je préfère qu'on le garde au frais pour ses missions super en équipe spéciale. Donc si on peut avoir un mec qui se développe, qui que ça soit Macraribol, que ça soit Dee Winters ou le jeune Jalen Graham aussi, peu importe. Et un dernier joueur, il y a un profil qui aime bien le staff, c'est Taco Charlton, qui est un ancien premier tour de draft, qu'on a été chercher un peu au hasard là ces dernières semaines. On sait jamais. C'était un gros potentiel quand il était drafté, forcément, vu où il était drafté. Que ça va être aussi intéressant de voir s'il est capable de s'exprimer dans cette défense dans la pré-saison. Pourquoi pas refaire une Tashaun Gibson de l'année dernière, récupérer un mec que tu te dis pourquoi il est là et finalement parce que c'est vrai quand tu vois Taco Charlton, on en a parlé rapidement nous sur notre discussion, ouais pas bon machin tout ça mais bon dans cette équipe avec ce staff tout est possible. Exactement, ça fait partie de ces joueurs un peu comme Kenny Ferrell à un degré moindre qu'on se dit il y avait quelque chose, pourquoi ce qu'il y avait on peut pas le retrouver, donc ça peut faire le taf aussi. C'est vrai qu'on a cette chance-là et c'est vrai on va repartir encore pour une année vachement sympa, je pense, parce que on a des joueurs, on a des titulaires, on a des remplaçants, on a des joueurs en devenir, on a des joueurs qui cherchent à se relancer et ça va être encore super intéressant à suivre cette année pour tout fan de San Francisco. Ouais, moi pour ajouter là-dessus, moi j'ai un joueur en particulier, j'en ai deux en fait, mais j'en ai un en particulier que j'aimerais beaucoup voir. Je crois que c'est Kevin qu'on avait parlé un peu plus tôt dans un vieil épisode, c'est Kalia Davis, defensive tackle qu'on avait drafté assez bas il y a plus d'un an, qui a été blessé toute la saison dernière, qu'on avait drafté déjà blessé, un defensive tackle avec un physique absolument gargantuesque. Il semble en forme apparemment des échos qu'on a eu. Moi j'attends aussi de voir ce qu'il peut être parce que pourquoi pas aller chercher une place dans la rotation. C'est vrai que defensive tackle, on a T.Y. McGill derrière Kinlo, Armstead et Hargrave, et je pense qu'il y a peut-être une place au soleil à se faire. Et si ce mec-là peut confirmer ce qu'on avait vu un petit peu à l'université, c'était déjà un monstre physique à l'époque, moi je dis pourquoi pas, ça m'intéresse pas mal. Et l'autre, t'en as un petit peu parlé, Kevin, c'est Samuel Womack. Mais parce que moi je suis un amoureux de Samuel Womack depuis les matchs de la pré-saison de l'année dernière. J'y croyais énormément l'année dernière en tant que nickelback, ça n'a pas marché. C'est un mec qui était quand même très 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 vert. Et là je pense qu'il a pris de l'expérience. Il y a eu des bons retours aussi de lui du training camp. Il y a des retours comme il y avait l'année dernière du Samuel Womack, c'est le premier arrivé sur le terrain, c'est le dernier parti, c'est un bosseur. Donc je pense que s'il continue dans sa bonne dynamique et son bon esprit, je vois pas pourquoi ça ne marcherait pas à la manière de ce qu'on a eu avec Hufanga peut-être l'année dernière. Pourquoi pas? Ouais, ça me paraît probable. Après, de toute façon, on a prouvé l'année dernière que le staff est suffisamment intelligent pour ne pas se borner à 2-3 joueurs. Si quelqu'un fait le taf, on va le faire jouer. Donc, les mecs, ils ont du temps de jeu à prendre. Et ce que tu disais à juste titre, Elliot, c'est que l'année dernière, il était, comme tu dis, très vert. Là, il a une année dans les pattes, voir un petit peu comment il a progressé, un peu comme un peu à l'instar de Audemars Lenoir l'année dernière, on était là, ouais, mais comment ça va se passer? Et finalement, maintenant, on se pose plus la question. Il est titulaire, il est cornerback de chez nous. Mais on sait très bien qu'en football américain, rien n'est immuable. Si tu es meilleur, tu joues. Donc, il y a des postes et que on dit aussi bien poste de nickel, même qu'en cornerback 2, je pense pas que les places elles soient gravées dans le marbre à l'heure actuelle. Mais attention Samuel Womack, parce que pour se faire une place, il va falloir qu'il déloge un certain Isaiah Oliver qui était dans le top des slot cornerbacks l'année dernière, qui arrive dans l'effectif. On n'en a pas parlé, ouais. Et attention, la place est moins ouverte pour lui qu'elle l'était l'année dernière. Donc, il va falloir qu'il pour moi, Womack, s'il doit se faire une place, c'est le duel avec le noir, pas le duel avec Oliver. Ah ouais, Oliver, tu le vois sur les extérieurs. Moi, de ce que j'ai vu d'Oliver,
de ce que j'ai vu d'Oliver un petit peu, j'ai regardé pas mal de vidéos de ce qu'a fait Oliver avec les Falcons, surtout l'année dernière. Pour moi, on a un nickelback titulaire et c'est même plus Cravaché qu'il va falloir pour aller chercher la place et que le mec est excellent, quoi. Et il me rappelle un petit peu, il me rappelle un peu les meilleures années de Kevin Williams chez nous, quoi. Donc si on a ça chez nous, moi je signe dès demain. Ma dernière question sur l'effectif, c'était sur un poste où on a drafté également, le poste de kicker. Et on va quand même, je pense, tous être très attentifs à Jake Moody. Parce que si tous ses coups de pied passent en pré-saison, s'il ne tremble pas, s'il se sent confiant, on va être bien. S'il commence à trembler un peu, est-ce qu'on commence aussi un peu à la manière de Colton McKivitz à serrer les fesses? Moi, je suis extrêmement serein. Pour suivre de très près ce qui se passe avec lui au camp d'entraînement, il n'y a pas une journée où il passe pas un, mais au moins 2 coups de pied de plus de 60 yards par entraînement. Le gars est chaud. Il a un pied incroyable. Tout le monde s'excite sur lui à l'entraînement. On a vraiment quelqu'un qui apparemment est très très solide et on a un potentiel top en NFL, quoi. Donc il y a de quoi faire pour aller chercher les toutes premières places. Mais si on a serait-ce qu'un top 10, top 12, c'est génial. C'est un rookie, le petit monsieur. Donc non, j'ai vraiment hâte de voir ce que ça donne avec une vraie opposition. À l'entraînement, on le sait, il y a pas vraiment d'opposition pour les kickers, hein. Ils tirent et puis il y a pas vraiment grand-chose qui se passe. Il y a pas de pression sur eux ni rien, mais c'est très très prometteur. Après, tu vois, il n'y a pas d'opposition, certes, mais tu as quand même la pression du nouveau venu. Enfin, on voit certains vétérans. Certains vétérans se sont déjà fait sauter par leurs équipes dans d'autres franchises parce que les mecs ils ratent même à l'entraînement. Moi, je me dis, oui, comme tu dis, si le mec passe à l'entraînement, c'est une histoire de mental après pour les passer en match. Hein. Roberto Aguayo, c'est à toi qu'on pense. Mais je pense que s'il a le mental nécessaire, je vois pas de pourquoi ça ne marcherait pas en tout cas. Ah, moi, j'ai aucune inquiétude. Et pour aller même plus loin, moi je me suis inscrit sur une ligue fantasy, mais une dynastie. Et en kicker, j'ai pris Jake Moody parce que les dynasties, vous gardez les joueurs pendant toute leur carrière. Donc voilà, j'ai totalement confiance en lui. Il n'y a pas de souci. C'est ça, t'as un jeune, hein. T'as pris un jeune, t'as bien fait. Exactement. Et j'ai totalement confiance en lui. Et tu disais match de pré-saison, pas match de pré-saison. Ce qui va compter, c'est quand il va falloir marquer le coup de pied, le field goal pour la victoire en playoff ou pour le match en overtime. Là, oui. Pour l'instant, laissons-le grandir. Et puis même pas forcément pour le playoff, mais pour le match de la victoire, mais même juste passer de manière régulière ses coups de pied comme l'a fait Robbie Gould chez nous tout le temps, quoi. C'est juste ne pas louper les immanquables aussi, parce que si le mec nous commence à nous envoyer des bombes de 60 yards, on va être très content. Mais juste en fait, s'il met les coups de pied qu'il doit mettre à moins de 50, à moins de 40 et qu'il n'y a pas d'erreur de merde, on sera content aussi. Largement. Non, mais j'ai pas d'inquiétude à l'heure actuelle, franchement. Je ne vois pas pourquoi on se compliquerait l'existence. Et de toute façon, si dans le cas où ça ne marche pas du tout, eh ben on le met de côté et on ira en chercher un autre. Et puis voilà. Mais je suis pas à la base, j'ai aucune inquiétude sur ce gamin. Jake Moody, en plus il est non qui me plaît, donc il n'y a aucun problème. Petite dernière question, la situation contractuelle de Nick Bosa, est-ce qu'on est inquiet ou pas? Parce qu'il n'est toujours pas venu au camp d'entraînement. Est-ce qu'on a une petite inquiétude ou toujours comme d'habitude, pas de souci, ça va se régler? Bon, ça va se régler pour un joueur comme ça. On parle d'un top 5 joueur en NFL sur la saison dernière. Donc ça va se régler. C'est juste que les San Francisco veulent payer un peu moins et puis lui, il veut être payé un peu plus et c'est tout. Mais il faut que les violons s'accordent et ça va bien se faire. Ouais, c'est clair. Il n'y a pas de souci. Ça va se régler. De toute façon, San Francisco ne peut pas se permettre de le perdre et lui, il veut pas jouer. Il veut pas prendre le risque de se blesser pour l'instant. Automatiquement, on va le garder, on va le signer, et puis voilà. Que le contrat fasse 3, 4, 5, 6 ans. Le but du jeu, c'est qu'il ait un contrat et qu'il soit signé. Et que, mais pour le match de saison régulière, quand il sera amené à jouer, il sera au niveau. Il n'y aura pas besoin d'essayer de s'entraîner de camp à de camp. On parle de Nick Bosa. Donc, mais je comprends San Francisco parce qu'on parle d'un contrat qui va avoir de lourdes implications sur les voilà, possibilités futures sur le marché des transferts. Donc, c'est très important, et pas que sur le marché des transferts, sur aussi le marché des futures prolongations qu'on va avoir à faire, parce qu'il y en a. Je comprends. C'est vrai qu'il y en a quelques-unes. Mais on est chanceux
des joueurs de qualité où on peut se poser la question. Avant de terminer, tu en as parlé un petit peu, Olivier, quand tu parlais de Talanoa Hufanga. Le top 100 NFL est sorti. Alors, on lui donne la valeur qu'on veut, hein, vraiment, hein, parce que bon, il manque des joueurs, à mon avis, dans toute la NFL. Il y a des joueurs qui ne sont pas à leur place, mais en tout cas, il y a 8 joueurs des 49ers. Dre Greenlaw, 79e. Talanoa Hufanga, 78e. Deebo Samuel, 61e. Christian McCaffrey, 35e, George Kittle, 19e, Fred Warner, 15e, Trent Williams, 14e et Nick Bosa, 4e. Kevin, est-ce que dans cette liste, est-ce que tu vois des oublis? Est-ce que tu vois des scandales? Est-ce que des mecs de San Francisco sont trop hauts ou trop bas? Bah, on a toujours tendance à penser que les gars de notre équipe sont trop bas, je pense, mais non, dans l'ensemble, je suis quand même satisfait. Et puis, je lisais une stat qui dit qu'on est l'équipe qui a le plus de joueurs dans le top 100, le plus de joueurs dans le top 50 et le plus de joueurs dans le top 20. On est juste battu dans la catégorie du top 10 par les Chiefs. Mais Ils ont Mahomes et Kelsey. voilà. Mais sinon, on domine quand même assez nettement ce classement-là, donc c'est quand même très bon aussi. Mais non, je suis pas scandalisé par ce qu'on voit. Peut-être un Kittle, je verrai plus haut, un McCaffrey, je verrai plus haut. Un Trent Williams, je verrai plus haut. Ouf, possible, mais non, c'est pas un scandale, honnêtement. Olivier? Non, je suis d'accord avec Kevin. Ça valide la saison qu'on a fait l'année dernière. Il y a rien qui me choque là-dedans. Oui, on pourrait dire McCaffrey un peu plus haut et Trent Williams dans le top 10 parce que Trent Williams doit faire partie du top 10. Hormis ça, allez, on va dire que parce qu'on est chauvin, il manque Ayouk, mais voilà. On sait que l'année prochaine, il sera parce qu'il sera dans le top 50 l'année prochaine. Allez hop, voilà, c'est mon take à moi. Mais ouais, moi, il y a quand même un truc qui m'a un peu surpris. Je vais aller dans le sens contraire d'habituel des fans, de dire « Ah, il est trop haut ». Moi, j'ai trouvé Deebo Samuel un peu haut par rapport à sa saison de l'année dernière. Je vais être très honnête. Si on prend le joueur dans son global, oui, 61e, pourquoi pas. Mais sa saison de l'année dernière, moi, je l'ai trouvé un peu haut, quoi. Il fait partie de ce genre de joueurs qui sont notés aussi sur leur réputation et sur ce qu'ils représentent en NFL, plus que sur leur niveau sur la saison écoulée, malheureusement. Mais oui, je suis d'accord avec toi, Deebo Samuel, il n'est pas dans les 100 meilleurs joueurs de la NFL la saison dernière, en tout cas, selon moi. Alors après, c'est vrai on a ce côté-là parce qu'on lui en veut de ne pas avoir fait la même saison que l'année précédente. Mais là, en ce moment, il y a beaucoup en farfouillant, il y a beaucoup de vidéos et on voit que, j'ai revu pas mal d'actions de Deebo. C'est quand même vachement sympa quand il prend le ballon, qu'il fait 60 sur le ballon. Mais il y a eu des éclairs, on ne dit pas le contraire. Il n'y a pas beaucoup de joueurs en NFL qui sont capables de prendre le ballon, casser les rênes de mecs, et accélérer, boum, et leur rentrer dans le steak. Un des autres mecs qui est capable de le faire, il joue chez nous aussi, il porte le numéro 23, il est blanc. Oui, non, mais voilà, c'est pour ça que donc on se rend compte, enfin, je pense qu'on a été trop bien habitué par Deebo. L'année dernière, il a pas fait la saison qu'on attendait. En plus, nous on lui en veut par rapport à son côté diva qu'il a eu pendant un petit moment. Il semblerait qu'il se soit remis la tête à l'endroit. Et si on a le vrai Deebo Samuel avec Christian McCaffrey et Brandon Aiyuk, ça va être vachement sympa. Moi, je suis pressé, moi. Surtout pour revenir vite fait. Avant de terminer sur Deebo Samuel, je vais passer une interview en conférence de presse de Kyle Shanahan où il était très content justement de l'implication de Deebo Samuel pendant le camp d'entraînement et pendant toute l'intersaison, puisqu'on avait l'habitude de voir sur les réseaux sociaux des photos et des vidéos sur Instagram notamment de Deebo en boîte, de Deebo à la plage, un Deebo comme Martin, tu vois, qui se baladait un peu partout. Là, de tout ce qu'on a vu sur les réseaux sociaux, c'était Deebo à l'entraînement, Deebo boss, Deebo boss, Deebo boss, Deebo boss. Et ça peut être, c'est que de l'image, hein, on est d'accord. Mais c'est quand même une petite indication que le mec, il s'est peut-être dit, j'ai fait une grosse saison, j'ai touché mon contrat, je vais peut-être me reconcentrer sur le jeu. Voilà. Et puis, il y avait le côté avec les fans aussi, ça avait fait du buzz sur les réseaux sociaux, comme quoi il n'avait pas calculé un enfant une fois l'année dernière. Et cette année, la semaine dernière, on a vu totalement l'inverse, où justement, après l'entraînement, il prend le temps, il va voir les enfants, et puis il passe du temps avec eux. Non, on a vraiment l'impression de revoir un Deebo Samuel beaucoup plus intéressant, ne serait-ce que sur le comportement. Et ça fait beaucoup le comportement pour un joueur comme ça. S'il a la tête dans le jeu, ça va être incroyable. Ah oui. Parce que là, vous imaginez, c'est ce qu'on avait dit l'année dernière quand CMC est arrivé. On a dit, voilà, les possibilités qu'on va avoir et tout.
possibilité qu'on a un petit peu changé, parce que finalement, CMC a pris le lead et Kittle a fait une deuxième partie de saison exceptionnelle. Mais si on ajoute à cela un Brandon Ayuk et un Djibo capable de faire la même saison qu'il y a 2 ans, les planètes, elles s'alignent vachement bien, quoi, les copains. Hein, je veux dire, d'accord, c'est de la NFL fiction, mais voilà. Quand je vois la tête d'Eliott avec son grand sourire, là, il a les yeux qui commencent à pétiller. Là, ça pourrait être sympa, quand même. Une attaque qui tourne où tu sais pas d'où est-ce que va venir la piqûre. Ça peut être cool. Et une défense qui te défense sous ce qui passe. Mais la défense, moi, je me fais aucun souci pour le coup. Moi, c'est l'attaque m'excite parce que je pense qu'on peut avoir un truc qu'on a peu vu. La défense, ça va être rouleau compresseur, je l'imagine, comme l'année dernière, à mettre contre des attaques un peu moyennes, à leur faire des shutdowns sur une mi-temps entière. Je me fais moins de soucis là-dessus. Ah, c'est ça. Je pense qu'on est tous les trois d'accord sur le fait qu'on nous a cassé notre jouet le soir de la finale de conférence, et que depuis on attend, quoi. On attend, et que parce que bordel, je vais le dire encore une fois, rien qu'avec notre quarterback, bébé quarterback de l'année dernière, les Eagles, on les aurait crevés, quoi. Donc, j'en suis sûr à 100%, on les aurait crevés. Voilà. Donc, et j'ai pas honte de le dire, et c'est les mecs des Eagles qui écoutez-le, on vous aurait crevé. Voilà. Donc, je me languis qu'une chose, c'est qu'on soit en playoff et qu'on vous crève. Mais on les retrouve cette saison, en saison régulière. Ouais, je sais. On va là-bas en plus. Ouais, ça va être très bien. Ça va être très bien. Notre problème de fan de NFL, 4 mois de bonheur intense pour 8 mois d'attente. Mais ça reprend bientôt, ça y est, plus qu'un mois, c'est excitant, j'ai trop hâte. Même dimanche, on va avoir un petit goût de NFL. Juste revoir ce maillot et ce logo sur un terrain et savoir que ça se passe en direct, juste ça, c'est plaisant. C'est clair. Petite question pour les spécialistes NFL, est-ce que, enfin surtout des broadcasts, est-ce que ce match sera diffusé sur le DAZN Oui, tout est diffusé sur DAZN, à 100%. Donc ça veut dire qu'on peut l'avoir, quoi. T'as 100% de la pré-saison et de la saison, effectivement. Parfait. Ok, ça me changera rien, je vais trouver un lien stream. En tout cas, merci de nous avoir écoutés pour ce 41e épisode du Faceful Podcast. Ça fait du bien de revenir, ça fait du bien de parler de football, ça fait du bien de s'imaginer que le football est bientôt de retour. On aura quelques autres émissions d'ici la reprise. Je pense qu'on va faire un débrief de la pré-saison et une preview de la saison à venir, évidemment, et une preview du premier match contre les Steelers. Et puis, on aura peut-être un petit épisode hot takes, mais un épisode dédié, pas comme l'année dernière, on en avait parlé en fin d'épisode. On fera peut-être un épisode dédié sur les hot takes où chacun d'entre nous donnera ses petites prédictions un petit peu imaginaires, et on va bien s'amuser. Mais en tout cas, on a hâte que ça reprenne, et puis merci de nous avoir écoutés pour ce 41e épisode. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée à tous ceux qui nous écoutent, et go Niners! Niners! Ciao, ciao! Come on.